Et là j'ai réalisé que les gens ne bougeaient plus, ils étaient figés, dans des positions impossibles. Cela s'est passé il y a plus de 20 ans, bien avant Matrix. Et pourtant, c'était exactement comme cette scène du film, sauf qu'au lieu d'un chat, c'était une personne. C'était un matin d'automne, presque hiver, sur le trajet en bus pour aller à l'école. Je m'asseyais toujours côté fenêtre, parce que j'écoutais de la musique et je devais cacher mon Walkman. À l'époque, les appareils électroniques étaient interdits dans l'enceinte scolaire, y compris dans le bus. Je précise ça parce que je passais tout le trajet à observer attentivement ce qui se passait dehors, tout en essayant de rester discret. Le bus s'arrête, je regarde dehors, et je vois un garçon sortir de sa maison, marcher jusqu'au bout de l'allée, attendre le signal du conducteur, puis traverser. Je me souviens qu'il portait une veste bleu marine avec des bandes violettes sur les manches. Ce garçon, je le connaissais un peu, et je savais qu'il faisait très attention à son style, il ne portait jamais la même veste plus d'une fois par semaine. Il monte dans le bus et s'assoit à sa place habituelle. J'attends que le bus redémarre, mais il ne bouge pas. Comme il y a un délai, je jette un nouveau coup d'œil dehors pour voir ce qui se passe. Et là, je le vois de nouveau. Le même garçon, sortant de la maison, marchant jusqu'au bout de l'allée, attendant le signal du conducteur, portant exactement la même veste bleu marine à bandes violettes. Il traverse, monte dans le bus, et prend exactement la même place. Tous les détails étaient parfaitement identiques, la voiture dans l'allée n'avait pas bougé, les nuages dans le ciel étaient les mêmes, la voiture arrêtée pour laisser passer le bus, tout. Et cette famille n'avait qu'un seul enfant. J'ai vécu pendant 3 étés dans une grande vieille maison qui servait de presbytère pour l'église où je travaillais. Le pasteur faisait des allers-retours tout l'été, et j'étais aussi là pour garder la maison pendant ses vacances. À cette époque, j'étais très intéressé par les applications de suivi du sommeil, en particulier celles qui enregistrent les sons pendant la nuit, pour voir si je parlais dans mon sommeil. Je les utilisais presque toutes les nuits, mais je n'entendais jamais rien d'intéressant. Je ronfle à peine, donc j'entendais juste parfois une sirène dehors, le lit qui craquait quand je bougeais, ma respiration, un paix, etc. Un matin, alors que j'étais seul dans la maison, le pasteur était en vacances, j'ai ouvert l'application pour écouter les enregistrements de la nuit précédente, rien d'inhabituel, jusqu'à l'avant-dernier enregistrement. L'enregistrement datait d'environ 3h30 ou 4h du matin. On m'entend clairement respirer, et je ne bouge quasiment pas. Si je m'étais retourné ou levé, l'application l'aurait capté, car le lit était vieux et grinçait au moindre mouvement. Soudain, alors qu'on entend ma respiration, retentissent 3 coups très distincts et reconnaissables de jointure frappant du bois, suivis d'une pause de 2 secondes, puis d'un claquement de doigts. C'était extrêmement troublant, d'autant plus qu'il n'y avait aucune preuve que ce soit moi qui les avais faits. Ça m'a tellement perturbé que j'ai reposé le téléphone sur la table de nuit et j'ai essayé de recréer ce bruit depuis mon lit, en tapant sur le cadre du lit, la table de chevet, la bibliothèque à côté, mais je n'ai jamais réussi à reproduire exactement le même son, ni à identifier sur quel bois on avait frappé. Quoi qu'il en soit, le bruit semblait suffisamment lointain pour ne pas provenir de quelque chose que j'aurais pu atteindre en restant allongé. Je n'ai jamais été somnambule, je ne parle pas dans mon sommeil, et je ne me lève même pas la nuit pour aller aux toilettes, donc je suis presque sûr que ce n'était pas moi. C'est quelque chose qui m'est resté en tête, et pour lequel je n'ai toujours aucune explication. Je rentrais chez moi en voiture après les cours, un long trajet pendant lequel je laissais un peu mon esprit vagabonder. J'avais récemment travaillé sur la suspension du pick-up que je conduisais, et tout à coup, j'ai eu une vision très claire dans mon esprit de la fusée d'essieu avant droite. J'ai imaginé qu'un des boulons sur lesquels j'avais bidouillé s'était desserré, et que la roue devenait totalement incontrôlable. Dans mon imagination, la roue partait brusquement vers la droite, faisait pivoter l'avant du véhicule, et le pick-up se mettait à faire des tonneaux, peut-être une douzaine de fois. Sur une autoroute, au milieu de nulle part, il aurait fallu un bon moment avant qu'une ambulance arrive si j'avais eu un accident. Comme je portais ma ceinture,
j'aurais sans doute survécu, mais l'image restait glaçante. Et là, au moment où je passe le sommet de la colline suivante, je vois un pick-up arrêté sur le bas-côté, des traces de pneus dans ma voie, des gens qui sortent de leur voiture en courant vers un véhicule renversé, et une roue complètement désaxée. Exactement. Comme je l'avais imaginé. Et le plus fou, c'est que j'ai l'impression que ça s'est produit au même moment où j'en ai eu la vision. Je n'ai fait le lien qu'une fois l'accident dépassé. Et je regretterai toujours de ne pas m'être arrêté. J'ai 2 chatons, un frère et une sœur, qui ont environ 1 an, presque adultes, mais encore super énergiques. Je travaille à la maison, à la table de la salle à manger. Jeudi dernier, j'étais en train de bosser sur mon ordinateur portable, avec frère à côté de moi sur la table, en train de jouer avec mon stylo. J'entends soudain de gros bruits de zoomies derrière moi, les courses folles des chats, et je m'attends à voir sœur passer en courant. Mais non, c'est frère qui est poursuivi par sœur. Je les vois traverser la cuisine, passer par la salle à manger, et filer dans le salon, où une demi-cloison m'empêche de voir la suite. Sauf que frère est aussi toujours à côté de moi, sur la table. Il voit toute la scène, et il est en mode alerte maximale, queue toute gonflée, oreilles baissées. Je me lève pour aller dans le salon, avec frère qui me suit, et là, sœur est plantée au milieu de la pièce, fixant la table basse vide. Ce n'est pas la première fois que ces 2 petits fous donnent l'impression d'apparaître ou de disparaître devant mes yeux, ils sont tellement rapides et furtifs. Mais c'est bien la seule fois où j'ai littéralement vu 2 fois le même chat en même temps. Il y a quelques années, j'ai expliqué à ma mère que, pour que les machines dans Matrix gardent les humains esclaves, il leur suffirait simplement d'envoyer quelques agents dans la matrice et de réaliser un film comme Matrix. Comme ça, chaque fois que quelqu'un essaierait d'en réveiller un autre, cette personne lui dirait « Ah, toi aussi t'as vu ce film. » Ouais, ok, mais c'est un peu trop tiré par les cheveux pour moi. Bon, je dois y aller, salut. Et voilà, plus moyen de libérer qui que ce soit, parce que tout le monde pense que c'est juste de la fiction. Quelques semaines plus tard, ma mère, mon frère et moi faisions des courses, et on avait notre chien avec nous. Le chien nous a suivis dans le magasin, donc j'ai dû rester dehors avec lui pour lui tenir compagnie. J'étais là, assis, perdu dans mes pensées, quand un type passe devant moi en me fixant droit dans les yeux. Et il ressemblait exactement à l'agent Smith. Genre, c'était carrément comme si l'acteur en costume était là, en chair et en os, juste devant moi. Et là, truc de fou, alors qu'il y avait plein de gens autour quelques secondes avant, il n'y avait plus personne pendant qu'il passait devant moi. Pas un piéton. Pas une voiture. Rien. Le vide. Ça a duré peut-être 5 secondes, mais c'était surréaliste. Puis il a dépassé mon champ de vision, et quand je me suis retourné, il n'était plus là. Par contre, les gens étaient revenus, comme si de rien n'était, même en venant de la direction où je regardais 3 secondes plus tôt, alors qu'il n'y avait personne. Depuis, j'ai imaginé d'autres façons pour les machines de garder les humains prisonniers, tout en empêchant ceux qui se libèrent de devenir une menace trop facilement. Et chaque fois que je partageais une de ces idées avec quelqu'un, quelque chose de bien m'arrivait dans l'année qui suivait. Par exemple, une fois, j'ai dit à un collègue que les machines pouvaient coder la matrice de façon à ce que des choses réellement toxiques, comme les grenouilles venimeuses ou le fugu, soient perçues comme des mets délicats sans danger. Comme ça, si un humain sort de la matrice et en mange, pensant que c'est sans risque, il meurt en 1 heure. Ça marche aussi dans l'autre sens, il pourrait faire en sorte que des choses inoffensives, comme des pommes de terre, soient vues comme toxiques dans la matrice. Du coup, une fois libéré, l'humain les éviterait, se priverait de nourriture, ou croirait que d'autres humains veulent l'empoisonner, ce qui pourrait le pousser à tuer, fuir ou mourir de faim. Mon collègue a trouvé ça un peu glauque que je réfléchisse autant à ce genre de choses, mais quelques mois plus tard, j'ai eu une promotion. J'ai vécu des choses étranges toute ma vie, mais c'est l'une des rares expériences où quelqu'un d'autre était avec moi et a également entendu ce qu'il s'est passé.
À l'époque, j'étais avec ma copine, on avait 20 ans, et on était assis dans ma chambre, en train de discuter et de se câliner tranquillement. À un moment donné, on a tous les deux fait une pause dans la conversation, comme ça arrive naturellement, et c'est là qu'on a entendu, très clairement et distinctement, une voix dire « Allô ?» Exactement comme si quelqu'un décrochait un téléphone. On est resté figé une seconde, puis on s'est regardé. Je lui ai demandé si elle avait entendu, et elle m'a dit que oui. Pour moi, la voix était féminine. Pour elle, elle était masculine. Mais ce qui est sûr, c'est que la voix semblait venir d'un point suspendu dans la pièce, à quelques mètres de nous. Je sais que ce n'était ni ma sœur, ni ma mère, je connais parfaitement leur voix, et ce n'était pas ça. Je sais que ce n'est pas grand-chose en soi, mais je sais ce que j'ai entendu. C'est arrivé ce week-end. J'étais dans la cuisine avec mes enfants, et mon mari était dehors en train de bricoler sur son camion. J'ai entendu frapper à la porte du garage, celle qui donne dans la maison, et en regardant, j'ai vu que la porte était verrouillée. J'ai tout naturellement pensé que c'était mon mari qui essayait de rentrer. J'ouvre donc la porte, et il est là, en train de sourire, avec des outils à la main. Et c'est là que ça devient bizarre. Je m'attendais à ce qu'il entre ou qu'il dise quelque chose, mais il restait juste là, sans bouger. J'étais en train de faire quelque chose, alors je lui ai dit « Tu rentres ou quoi ?» Pas de réponse. Quelques secondes passent, il ne bouge toujours pas. J'ai fini par refermer la porte et repartir, pensant qu'il essayait de me faire une blague. Une minute plus tard, il ouvre la porte et entre. Je lui dis alors « C'était quoi ce délire ? Pourquoi t'es resté là sans rien dire, sans essayer de rentrer ?» Et là, il me dit qu'il n'a jamais frappé, qu'il n'a jamais été à la porte avec des outils dans les mains. Je lui dis d'arrêter de plaisanter, que ça me faisait flipper, mais il insiste, il jure qu'il n'a pas frappé, qu'il n'était pas là, en train de sourire devant la porte. Il pense que j'ai halluciné, mais moi, je n'en suis pas si sûr. Il ne m'est jamais arrivé quelque chose de ce genre avant. Est-ce que ça pourrait être un genre de bug dans le temps? Un rêve? Pourtant c'était en plein jour, j'étais bien réveillé, debout, en train de faire des choses. Est-ce que lui aurait pu avoir un blanc, venir frapper, et ne plus s'en souvenir après? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était franchement étrange. Alors voilà. Je travaille comme vendeur dans un tabac-presse, un de ces commerces français qui vendent du tabac, des journaux, des magazines, des snacks, et parfois un peu d'électronique. La plupart du temps, je vends des cigarettes, mais aussi des encas, des produits multimédia et des journaux. Je suis généralement seul dans le magasin à partir du début d'après-midi, quand mon patron termine sa journée. On se croise pendant 30 minutes à 1 heure selon les jours. L'histoire s'est passée lundi dernier. Il y a 2 collégiens que je commence à bien connaître et qui traînent souvent dans la boutique pendant 1 heure ou moins. Ils viennent surtout parce qu'il m'arrive de leur donner des sandwichs ou d'autres produits du jour qu'on va jeter. Du coup, ils ont pris l'habitude de fouiller tous les articles pour vérifier les dates de péremption, ce qui les rend un peu agaçants. Ce jour-là, ils ont commencé à toucher les casques audio, en me demandant des trucs du genre « Combien coûtent ces 6 casques ?» et d'autres bêtises du genre. Pendant qu'ils traînaient, quelques clients sont entrés, 3 je dirais, et une petite file s'est formée. Pendant que le client devant moi payait, j'ai vu celui derrière lui prendre une boîte de casques audio. C'était un homme noir, assez grand, d'environ 50 ans, habillé presque entièrement en noir, avec une barbichette grisonnante et des dreadlocks. Il avait une expression très sérieuse. Une fois arrivé à la caisse, il m'a simplement demandé un Marlboro, sans parler des casques. Je l'ai un peu soupçonné de vol, alors j'ai jeté un œil au présentoir des casques, et j'ai vu qu'ils étaient à leur place. Je l'ai encaissé, il est parti, et les collégiens sont sortis peu après. Mais j'avais quand même un doute, alors j'ai vérifié les casques, et il n'y en avait que 5. Pourtant, je me souvenais très bien que l'un des collégiens avait parlé de 6 casques. J'ai noté sur mon téléphone, vol possible de casque à 15 heures. Le lendemain, à mon arrivée, j'ai demandé à ma patronne s'il était possible de vérifier les images des caméras de sécurité, car je suspectais un vol.
Elle a passé les images en accéléré, pas assez lentement pour voir les mouvements précis, mais on pouvait quand même reconnaître les différents clients. Elle a trouvé le début et la fin du passage des collégiens et a commencé à chercher le client correspondant à ma description. Pendant ce temps, j'étais à la caisse avec les clients. Quand la première vague est passée, je suis allé à l'arrière, et ma patronne m'a dit « Je n'ai pas trouvé le client dont tu parles, il y a juste celui-là, lui aussi noir, mais beaucoup plus jeune et habillé en blanc. » Effectivement, ce n'était pas lui. Elle m'a ensuite dit « Par contre, il y a bien eu un vol, c'était un des collégiens. » Ce qui m'a frappé sur le moment, c'est que ce soit l'un de ces gamins, à qui j'avais pourtant été sympa, qui est volé. Mais en y repensant maintenant, ce qui me semble vraiment étrange, c'est que le client au dreadlock n'apparaît nulle part. Elle m'a laissé les commandes pour revoir précisément le moment du vol, et j'en ai profité pour regarder avant et après, pour retrouver l'homme au dreadlock, mais rien du tout. Peut-être que j'ai confondu ce moment avec un autre, peut-être que ce client n'était pas là en même temps que les collégiens, et pourtant, je me souviens clairement avoir pensé à leur demander s'ils l'avaient vu voler le casque. Ça s'est passé en 2006, j'avais 9 ans. J'avais déménagé aux Philippines l'année précédente, et mon école organisait un camp d'une semaine dans un coin paumé, je ne me souviens plus du nom exact. On a fait toutes les activités classiques de camp. Il y avait environ 50 enfants, dont 9 de mes amis proches. À un moment donné, les animateurs du camp commencent à raconter des histoires sur le fait que le camp serait hanté. C'était un peu présenté comme une blague, mais il faut savoir que les Philippins sont en général assez superstitieux et prennent les phénomènes paranormaux au sérieux, c'est une généralisation, mais c'est vraiment ancré dans la culture. Évidemment, en tant qu'enfant, on a cru que c'était juste pour nous faire peur, comme dans tous les camps. Mais pour appuyer un peu l'histoire, il précise que le camp est situé à environ 5 km, ou miles, je ne me souviens plus, d'un champ de bataille avec un cimetière militaire. C'était l'explication qu'il donnait à tous les phénomènes étranges. Les cabanes du camp étaient de plein pied, mais avec une sorte de mezzanine à l'intérieur, comme un petit étage ouvert. Mes 9 amis proches et moi étions tous dans la même cabane, 7 au rez-de-chaussée, 3 sur la mezzanine. Je ne sais pas quelle heure il était, mais en pleine nuit, on commence à entendre des bruits de tapotement et de frottement sur les murs de la cabane. D'abord en bas, puis en haut. Et pourtant, il n'y avait aucun moyen d'atteindre les murs de la mezzanine depuis l'extérieur. On était tous complètement terrifiés, et on a décidé de monter nos matelas à l'étage pour dormir tous ensemble, très serrés. À un moment, peut-être quelques heures plus tard, les 10 d'entre nous ont commencé à voir des visages se former et bouger dans les veines du bois des murs de la cabane. Et ensuite, on s'est tous évanouis ou endormis en l'espace de 15 secondes, selon l'un de mes amis, qui affirme avoir été le dernier réveillé. Avec 10 matelas, le sol entier était couvert, donc peu importe où on tombait. Je sais que ce n'était pas un rêve, parce que j'ai une vidéo enregistrée sur mon vieux téléphone portable de 2006. J'ai essayé de filmer les murs, mais l'image est trop floue et trop sombre pour qu'on voit quoi que ce soit. Par contre, on m'entend moi et les autres bien éveillés, juste avant que le téléphone, et probablement moi aussi, ne s'éteigne. Le téléphone a enregistré 30 minutes d'obscurité complète. Ma théorie, c'est que c'était une hallucination collective provoquée par le manque de sommeil, on était des gamins sans adultes autour, donc on dormait très peu, des tonnes de sucre et de malbouffe, et le fait qu'on nous ait dit que notre cabane était hantée. Tu sais, je n'ai jamais vraiment cru aux fantômes. Enfin, disons que j'étais ouvert à l'idée, mais je suis plutôt du genre à vouloir des preuves concrètes. J'ai toujours été ce gamin qui saoulait ses profs et ses parents avec des « mais pourquoi ?» à répétition. J'ai besoin d'une bonne raison, solide, pour croire à quelque chose. Et puis j'ai déménagé dans le sud-est du Missouri, et là, j'ai vu des trucs. 2 choses ressortent vraiment. La première, c'était ma colocataire qui se retrouvait avec des griffures en groupe de 3 qui apparaissaient sur son dos, alors qu'on était seuls à l'étage, juste elle et moi. Et nos mains n'étaient nulle part près de son dos. Cette maison dégageait vraiment une ambiance dérangeante. On a découvert que le propriétaire d'origine,
un vrai malade qui avait agressé sexuellement une parente, sa nièce ou sa fille, les documents étaient flous, était enterré dans le sous-sol. Il enfermait la fille dans un placard et était très territorial avec la maison. Je ne sais pas comment expliquer ce qu'on a vécu, mais cette maison n'a pas eu de locataire stable depuis longtemps. Et le proprio a beaucoup de mal à la louer, malgré son prix très bas et son bon emplacement. Elle dégage une atmosphère, franchement malsaine. On a constamment l'impression d'être observé. Il s'est passé plein de trucs bizarres là-bas, mais ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. J'ai déménagé peu de temps après. Hors de question que je reste dans ce délire. La deuxième chose, c'était sur une route de campagne, à un virage aveugle, en allant chez ma belle-mère. Il était tard, il y avait plein de brouillard, et comme les cerfs et les conducteurs imprudents sont fréquents dans le coin, j'allais doucement. D'un coup, sur ma droite, je vois une lueur jaune qui balance doucement, comme si quelqu'un tenait une lanterne. Elle était à peu près à la hauteur d'un bras tendu, comme si quelqu'un se tenait là. Mais le problème, c'est que personne n'était là. Quand je suis arrivé à sa hauteur, la lumière a disparu instantanément. Il n'y avait rien, rien qui aurait pu réfléchir mes phares, rien qui aurait pu reproduire ce mouvement. Je suis même sorti de la voiture pour vérifier. Rien. J'ai fait marche arrière, puis j'ai redescendu la route pour voir si je pouvais reproduire le phénomène. Toujours rien. Plus tard, j'ai appris que 2 sœurs étaient mortes à cet endroit. Une famille plutôt aisée possédait des terres dans la région, complètement isolée. Un grand domaine, plein d'acres, rien autour à l'époque. Une nuit, elles ont pris le virage trop vite en calèche et ont eu un accident. L'une est morte sur le coup. L'autre a survécu assez longtemps pour arpenter la route en agitant sa lanterne, espérant qu'on la voie. Le matin, on a retrouvé ses empreintes partout sur le chemin, et elle, morte, serrant toujours sa lanterne. Depuis, les gens du coin disent qu'on voit sa lumière, mais jamais elle. Juste cette lanterne, qui va et vient dans la brume. J'ai eu des frissons quand j'ai entendu cette histoire. Et j'en ai encore en y repensant. Quelque chose de vraiment étrange et déroutant s'est produit ce soir. Mon partenaire et moi étions dans le salon en train de regarder la télé quand notre chat s'est soudainement précipité vers la chambre d'amis, tout au fond de la maison. Depuis qu'on a emménagé ici, ce chat n'a jamais montré le moindre intérêt pour cette pièce, qui est d'ailleurs quasiment vide. Mais là, il semblait chercher quelque chose avec insistance, comme s'il chassait. Il reniflait partout, regardait par les fenêtres, complètement agité. C'est alors que j'ai remarqué un bruit étrange, qui semblait venir de l'intérieur même des murs de la chambre d'amis. J'ai appelé ma copine pour qu'elle écoute, et elle a confirmé, le son venait clairement des murs. Notre maison est ancienne, et il pleuvait dehors, donc j'ai d'abord pensé à des gouttes de pluie tombant sur une plante ou une gouttière, produisant un bruit bizarre, mais non, c'était beaucoup trop rythmé pour être naturel. C'était un bruit métallique, comme des gouttes sur une boîte en fer, suivi d'un bruit de sciage, comme si une lame dentelée traînait sur du bois. J'ai fait le tour de la maison, dedans et dehors, et le bruit était le plus fort depuis les murs de cette chambre. Puis, d'un coup, le son s'est arrêté. Le chat a quitté la pièce, comme si de rien n'était. Je suis retourné au salon, je me suis affalé sur le canapé, et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ouvre TikTok, et la première vidéo qui s'affiche montre un homme coupant des citrons verts jusqu'à travers la planche à découper. Ensuite, il se met à taper sur un shaker en inox. Et là, je réalise que le bruit dans la vidéo est exactement le même que celui que j'ai entendu dans les murs de la chambre. Sauf que, mon téléphone était éteint et dans ma poche pendant tout ce temps. Alors comment diable le son de cette vidéo TikTok a-t-il pu sortir de mes murs ? Je suis convaincu que mon téléphone a disparu pour me sauver la vie ou quelque chose comme ça. J'étais avec un ami, tous les deux dans ma voiture, sur le point de partir vers notre destination. J'avais mis mon téléphone dans son support, le genre fixé sur le tableau de bord pour le GPS, et on discutait tranquillement pendant que je me préparais à partir. J'enlève le frein à main,
Puis je veux regarder mon téléphone, et il n'est plus dans le support. Mon ami et moi avons commencé à le chercher entre les sièges et partout, sans succès. J'étais sur le point de rentrer à l'intérieur pour voir si je l'avais oublié là-bas, pensant que j'étais juste fatigué ou distrait, mais j'ai vérifié le support une dernière fois, et mon téléphone y était à nouveau, sauf qu'il était à l'envers. Je sais que mon pote ne me faisait pas une blague. D'une part, c'est un piètre menteur, et d'autre part, il cherchait activement le téléphone avec moi. Sur la route vers notre destination, on a failli se faire percuter violemment de côté. Si on avait été là juste quelques secondes plus tôt, on se le prenait de plein fouet. Ça m'a vraiment donné l'impression d'une sorte d'intervention divine. Il y a quelques années, une amie que je connaissais en ligne s'était acheté un nouveau PC. J'en suis certain, non seulement parce que je me souviens qu'elle avait posté un message enthousiaste à ce sujet sur Facebook, mais aussi parce que je m'étais connecté à distance pour l'aider à le configurer. J'ai vu ses composants, je l'ai aidé à régler quelques trucs, et je me souviens même avoir pensé à quel point c'était une belle amélioration par rapport à son vieil ordinateur portable dont elle se plaignait tout le temps. On ne se parle plus très régulièrement aujourd'hui, mais on échange encore de temps en temps pour prendre des nouvelles. Il y a environ 6 mois, c'était la dernière fois qu'on s'était écrit, jusqu'à il y a quelques jours, quand je l'ai recontactée pour lui proposer de jouer à Minecraft avec moi. Elle a accepté, et on a joué un moment comme au bon vieux temps. En ce moment, je suis très branché VR-Chat, alors je lui ai proposé d'y jouer un jour avec moi et quelques amis. Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas, son ordinateur portable a genre 10 ans et ne peut pas faire tourner le jeu. J'étais un peu confus, alors je lui ai dit « Attends, t'avais pas eu un nouveau PC à un moment ?» Et elle m'a simplement répondu « Non, jamais ». Au début, je pensais qu'elle me faisait une blague. Mais non, elle avait vraiment l'air sincère, comme si ça n'avait jamais existé. J'ai même essayé de retrouver le post Facebook qu'elle avait fait à l'époque, mais il avait disparu. Plus de photos, plus de commentaires, plus aucune trace. La seule chose que j'ai pu retrouver, c'est une publication où elle parle de son nouveau bureau, qu'elle avait acheté en même temps que le PC. Mais je m'en souviens. Je me souviens de l'avoir aidé à l'installer. Je me souviens exactement de ce qu'elle avait posté. Je me souviens avoir vu ses specs. Et maintenant, plus rien. Franchement, je suis extrêmement confus par toute cette histoire. Après le décès de mon grand-père, ma grand-mère, qui était à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer, regardait souvent les nuages et tenait de longues conversations avec lui. On lui avait expliqué qu'il était parti, mais elle ne semblait jamais s'en souvenir. J'avais environ 16 ans, et j'ai décidé d'aller lui rendre visite dans sa maison de retraite. Quand je suis arrivé, elle était en pleine discussion avec les nuages. Je lui ai dit bonjour, et elle a dit à mon grand-père qu'il parlerait plus tard. On a parlé un moment, je l'ai emmené déjeuner à la cafétéria, puis on est retourné dans sa chambre pour qu'elle mange son petit pudding. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée, et que son John, mon grand-père, lui manquait. J'ai senti un nœud me monter à la gorge, j'ai ravagé mes larmes et je lui ai dit que tout allait bien. Que ce n'était pas grave de lâcher prise. Qu'elle pouvait aller le retrouver si elle en avait besoin. Elle a souri, s'est levée pour aller jusqu'à son fauteuil à bascule, et m'a montré le plaid brodé qui était posé sur le dossier. « Tu vois ça ?» a-t-elle dit en pointant la plus grande fleur violette brodée sur la couverture. « C'est la fleur maman. » Puis elle a désigné les 3 fleurs plus petites qui l'entouraient, et ça, ce sont les bébés fleurs. Je lui ai fait remarquer qu'elle avait eu 3 enfants, et elle m'a lancé un sourire avec ce regard qui voulait clairement dire « Merci, j'avais compris, maintenant tais-toi et écoute. » Elle a de nouveau pointé la grande fleur. La fleur maman est fatiguée, mais elle doit encore s'occuper des bébés fleurs. Je lui ai répondu « Oui, mais les bébés fleurs ne sont plus des bébés. Elles ont elles-mêmes des bébés fleurs maintenant. » Et elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Le bébé fleur doit mourir avant que la maman fleur puisse partir. » À cet instant, mon cœur s'est serré, et mes larmes ont coulé. Je lui ai dit que je l'aimais, puis je suis rentré chez moi. Une fois à la maison,
je ne savais pas trop si je devais raconter à ma mère ce qui s'était passé. Mais elle a vite vu que quelque chose me troublait, et elle a fini par me faire parler. Elle a rigolé, a haussé les épaules, et a continué sa journée comme si de rien n'était. Environ 2 semaines plus tard, on a reçu un appel d'un hôpital local. Il demandait si ma mère était bien la sœur de l'oncle. Elle a répondu qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui, et a raccroché. Ils ont rappelé immédiatement, la suppliant de ne pas raccrocher. Ils lui ont expliqué que son frère avait eu un grave accident de voiture en fuyant la police, qu'il était dans un état critique et maintenu en vie sous assistance. Apparemment, son cerveau avait tellement enflé qu'on avait dû lui retirer une partie du crâne, et cette partie était temporairement conservée dans son abdomen. Les médecins ont précisé que nous ne serions pas tenus responsables des frais médicaux, mais qu'il leur fallait une autorisation de la famille pour pouvoir le débrancher. Finalement, ma mère et sa sœur sont allées lui dire adieu et donner leur accord. Le lendemain, j'ai accompagné ma mère à la maison de retraite pour annoncer la nouvelle à ma grand-mère. En passant le seuil de sa chambre, elle s'est tournée vers nous, a souri, et a dit « Vous voyez, je vous l'avais dit, le bébé devait partir avant. » Ma mère a complètement craqué. Elle est allée voir l'infirmière principale, furieuse que quelqu'un ait annoncé la mort de son fils à sa mère. L'infirmière l'a regardé, un peu choquée, et lui a dit « Je suis la seule à être entrée dans sa chambre aujourd'hui. Je vous jure devant Dieu que je ne lui ai rien dit. Je ne l'ai même pas encore dit aux autres infirmières. » 2 semaines plus tard, ma grand-mère est décédée. Elle a été enterrée avec l'urne de son fils dans le creux de son bras. J'ai vécu dans une colocation pendant mes années à l'université, et c'était un endroit vraiment étrange. Des objets disparaissaient sous nos yeux pour réapparaître quelques instants plus tard. Et je ne parle pas seulement de petits trucs comme des briquets, mais aussi de gros objets, des vestes, des assiettes, des manuels scolaires. On s'y est tellement habitué qu'on a fini par l'accepter. Chacun quittait la pièce une minute, et à son retour, l'objet disparu était à nouveau là, exactement là où il avait été vu pour la dernière fois. Le salon avait une porte coulissante qui donnait sur le couloir. Comme on était des étudiants fauchés, les radiateurs dans les couloirs étaient toujours éteints, on ne chauffait que les chambres et le salon commun. Donc cette porte restait toujours fermée. Presque chaque nuit, on entendait cette porte vibrer fortement. On venait tous de quartiers urbains, alors on mettait ça sur le compte des bus qui passaient. Jusqu'à ce que quelqu'un nous fasse remarquer qu'on vivait dans une rue résidentielle, sans bus, ni camion, et que le métro ne passait même pas près de là. Un soir, les voisins sont venus frapper à la porte pour nous demander, très poliment, d'arrêter de courir dans les escaliers la nuit. Gêne totale quand on s'est excusé, mais qu'on leur a dit qu'on pensait que c'était eux qui faisaient ce vacarme dans leur escalier. Le moment le plus étrange est arrivé une nuit, alors que j'étais au lit, en train de dormir, attendant que ma copine rentre d'une soirée entre filles. La porte de la chambre s'est ouverte, et j'ai senti le matelas s'enfoncer quand elle s'est allongée. Je pouvais sentir la chaleur de quelqu'un à côté de moi, mais ce n'était pas la sensation que me donnait A. Je me suis retourné, et il n'y avait personne. À ce stade-là, on avait accepté que des choses bizarres se produisent, mais ça n'avait jamais l'air menaçant. Je suis scientifique, et athée. Je ne crois pas aux trucs paranormaux. Mais il y avait un putain de truc qui clochait dans cette maison. Parfois, je me demande si ça n'avait pas un lien avec A. Elle portait le prénom d'une sœur aînée décédée jeune, avant sa naissance. Parfois, elle faisait des choses totalement inexplicables. J'avais les cheveux longs à l'époque, et dans le quartier de Londres où on vivait, il y avait encore une culture de cassage de marginaux. Je me souviens d'une fois dans un pub, un type a commencé à chercher la bagarre avec moi. Il m'a plaqué contre un mur et m'a balancé quelques bons coups de poing, quand elle a stoppé net avec une déclaration calme du genre « Écoute, je sais que ta mère t'a quitté quand tu avais 6 ans, que c'est ta grand-mère qui t'a élevé. Je sais qu'elle est morte le mois dernier et que tu es en colère, mais ça ne va rien arranger. Elle t'aimait, elle ne voudrait pas que tu sois comme ça. » J'y repense encore, et ça me dérange profondément. Il y a des années,
je vivais au 44e étage d'un immense immeuble en copropriété. La vue était incroyable, mais les ascenseurs étaient toujours un vrai cauchemar. Un jour, je rentrais du magasin avec mon copain. On est monté dans l'ascenseur avec une autre femme, qui est sortie au 10e étage. Je me souviens très clairement avoir regardé le numéro de l'étage quand elle est descendue. Ensuite, l'ascenseur est monté, c'est sûr, pendant exactement le même laps de temps que d'habitude pour arriver à mon étage. À ce moment-là, ça faisait des années que j'habitais là, je connaissais parfaitement le rythme de cet ascenseur. J'ai ressenti dans mon corps les sensations du mouvement, aussi nettes que d'habitude. Finalement, l'ascenseur s'arrête, les portes s'ouvrent, on sort, on marche jusqu'à ce que l'on pense être notre porte, la disposition est la même à chaque étage, donc on est allé à l'angle nord-est comme toujours, sauf que, ma clé ne rentrait pas dans la serrure. Et c'est là qu'on a réalisé qu'on était encore au 10e étage, pas au 44e. On était sous le choc. Si j'avais été seul, j'aurais peut-être mis ça sur le compte de la fatigue ou de l'inattention. Mais là, on était deux, et tous les deux on était absolument convaincus que l'ascenseur était monté sur une longue distance après s'être arrêté au 10e. Il n'était pas resté immobile, et il n'était pas monté puis redescendu. Il était monté, c'est certain. On en a parlé pendant des heures, en boucle, sans jamais réussir à trouver une explication rationnelle. À part dire qu'on avait tous les deux halluciné exactement la même chose, on n'a rien trouvé d'autre. Aujourd'hui au travail, j'ai vécu quelque chose que je ne peux pas expliquer. Je n'ai jamais été un grand adepte des théories du style « on vit dans une simulation », mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est difficile de ne pas y croire. Je suis électricien, et je travaillais avec mon frère, ainsi qu'un nouveau gars qu'on va appeler Daniel. Daniel était en bas en train de nettoyer, c'était la fin de la journée, et on avait tous juste envie de quitter le chantier au plus vite. Moi, j'étais dans la chambre 1, et mon frère dans la salle de bain parentale. Puis, j'ai entendu des pas qui descendaient l'escalier. J'ai pensé que mon frère avait fini ce qu'il faisait. Je continuais à poser un luminaire, jusqu'à ce que j'entende mon frère m'appeler depuis la chambre principale. J'ai trouvé ça étrange, parce que je venais d'entendre quelqu'un descendre. Et oui, nous n'étions que 3 sur le chantier, Daniel, mon frère, et moi. Je suis donc allé dans la chambre principale et j'ai vu mon frère. Est-ce que mon esprit me jouait des tours? J'ai entendu quelqu'un descendre l'escalier. Et ce n'était pas Daniel, il était en bas. Même si ça avait été lui qui était monté, il m'aurait forcément dit quelque chose, d'autant plus qu'il m'a assuré, très sérieusement, qu'il n'était pas remonté depuis le déjeuner. En plus, on sait faire la différence entre des pas qui montent et qui descendent. Et je suis sûr à 100% que c'était des pas qui descendaient. Mais quand je suis entré dans la chambre, mon frère était là, en train de poser une prise. Il m'a dit de venir voir comment il faisait, sauf que, je sais déjà comment poser une prise. C'était bizarre, et ensuite il s'est figé. Il s'est arrêté net. Comme s'il avait mis pause. Aucune expression sur le visage. Je pensais qu'il attendait que je lui passe quelque chose, alors j'ai dit « Ah, la plaque, c'est ça », mais il ne répondait toujours pas. Il est resté immobile comme ça pendant ce qui m'a semblé être une minute entière. Pas un mot. Rien. Je pensais qu'il me faisait une blague, mais il n'est pas ce genre de personne. Finalement, je suis descendu pour chercher une plaque, et Daniel m'a demandé si j'avais fini là-haut. Je lui ai répondu, presque, il me reste un luminaire et mon frère pose encore une prise. Et là, il me regarde bizarrement et me dit, « Quoi ?» Je croyais qu'il était dehors en train de charger la camionnette depuis 10 minutes. Je suis sorti, et effectivement, mon frère était bien dehors. Je lui ai demandé, « Tu as déjà fini la prise ?» Il m'a regardé et a répondu, « Quelle prise ?» Je lui ai dit, « Celle que tu posais tout à l'heure, à la fenêtre, dans la chambre parentale, tu m'as demandé de venir voir. » Et il me sort, « Je ne vois pas de quoi tu parles. » À ce moment-là, j'ai décidé de ne pas insister pour ne pas passer pour un fou. J'ai juste commencé à ranger. Mais j'étais tellement mal à l'aise que j'ai demandé à Daniel de remonter avec moi pour aider à ranger,
même si c'était juste pour ne pas rester seul. En terminant l'installation du luminaire, j'ai voulu vérifier la prise. Et à ma grande surprise, rien n'avait été touché. Je savais que les fils étaient déjà dénudés, qu'il avait commencé à visser l'appareil. J'ai tout vu. Et là, rien. Tout était intact. Je lui ai reposé la question plus tard, tu ne voulais pas poser une prise dans la chambre parentale, près de la fenêtre. Il m'a encore une fois répondu, je n'ai pas touché une seule prise aujourd'hui. Et c'était vrai. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et il a juste rigolé en disant que j'avais besoin de dormir. Mais il ne blague jamais avec des trucs comme ça. Il voyait que j'étais vraiment perturbé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je peux envisager plusieurs explications logiques, mais honnêtement, je suis hyper paranoïaque depuis. Je n'arrive pas à dormir, je regarde autour de moi en attendant que quelque chose, ou quelqu'un, apparaisse. Peu de temps après que ma copine et moi nous sommes installés dans la maison que j'habite toujours aujourd'hui, nous avons acheté un aspirateur neuf, car celui que j'avais était vraiment déglingué. Très vite, j'ai perdu la petite brosse ronde qui sert à aspirer la poussière sur les textiles, les fauteuils, les rideaux, etc. Alors, comme la maison était souvent poussiéreuse, j'en ai racheté une autre au centre commercial. Elle n'était pas donnée, peut-être 7 ou 8 €, vraiment trop pour un bout de plastique avec des poils, mais bon, j'en avais besoin. Puis je l'ai perdue elle aussi, très vite, après m'en être servi une ou deux fois. Je m'en voulais tellement d'avoir perdu ces brosses toutes neuves, et d'avoir en plus payé si cher pour rien, que je m'étais résigné intérieurement à ne plus en acheter d'autres. J'aurais sûrement pu en trouver une sur internet pour 1 €, mais non. J'ai fait une sorte de blocage, et je m'en suis passé, comme pour me punir moi-même. Des années plus tard, nous avons eu des filles. Et encore quelques années après, alors que Noël approchait, je discutais avec la plus petite, qui croyait encore vraiment au Père Noël, des super cadeaux qu'elle avait demandés. Elle m'a alors demandé ce que j'avais demandé, moi. Un peu touché, je lui ai répondu que les grands n'avaient pas besoin du Père Noël, qu'ils devaient se débrouiller pour obtenir ce dont ils avaient envie. Elle m'a alors dit, « Ah d'accord. Mais si tu devais demander quelque chose, tu demanderais quoi ?» Je venais justement de passer l'aspirateur et, comme à chaque fois, ça avait été une galère d'aspirer la poussière des rideaux, des étagères, etc. Je lui ai donc répondu, sans hésiter, « Tiens, une petite brosse ronde d'aspirateur impossible à perdre, ça me ferait tellement plaisir. » Elle m'a lancé un regard incrédule, puis on est passé à autre chose. Quelques jours plus tard, on devait être à l'avant-veille de Noël, il avait beaucoup plu, et en descendant à la cave pour chercher une conserve, je m'étais rendu compte que l'humidité avait fait moisir des cartons. J'ai alors décidé de faire un peu de nettoyage. En ramassant les cartons ramollis, j'ai fait tomber des lattes de lit qui étaient appuyées contre le mur. Je les ai redressées, mais la dernière s'était coincée entre le fond d'une étagère et le sol. Un peu excédé, j'ai tiré dessus d'un grand coup pour la décoincer, et là, une petite brosse ronde d'aspirateur a jailli de sous l'étagère. C'était elle qui coinçait la latte. J'ai été exaucé. Et je ne l'ai plus jamais perdue. C'est un de ces glitches étranges. Pas effrayant, juste bizarre. On a une grande poêle que j'utilise pour faire chauffer des tortillas. Un jour, j'ai envie de faire des tacos, alors je vais chercher ma poêle dans les placards. Elle a disparu. C'est bizarre. Je me dis. Je demande à ma femme si elle l'a déplacée. Elle me répond que non. On fouille toute la cuisine. Plus on cherche, plus c'est étrange. On finit par fouiller toute la maison. Rien. Absolument rien d'autre n'a disparu, et avec toutes les caméras, intérieures et extérieures, les détecteurs de mouvement, et notre gros labrador qui aboie dès qu'il pense que quelqu'un s'approche de la porte, je suis certain que personne n'est entré pour voler une foutue poêle. On finit par abandonner. Bon, ma poêle est, je sais pas, peu importe. Pas de tacos pour moi. 2 semaines plus tard, j'ouvre le placard pour ranger une assiette, et bordel, la poêle est là, comme si de rien n'était.
Elle n'était pas là la veille, j'avais justement utilisé une casserole à la place. Ma femme et moi sommes un peu bouche bée. Je vérifie le système de sécurité, aucune alerte. C'est comme si la poêle avait disparu de la réalité, puis était réapparue. Personne n'est venu chez nous pendant ce temps, et même si quelqu'un l'avait fait, je ne vois pas pourquoi il aurait emprunté juste une poêle. Un vrai truc bizarre. Cela s'est passé à Bucarest, au milieu des années 2000, et c'est mon histoire de glitch dans la matrice, mon histoire inexplicable que je raconte toujours. Il est 23h un vendredi soir, je rentre chez moi en voiture, quand je reçois un appel de mon meilleur ami. Sauf que ce n'est pas lui au téléphone, c'est quelqu'un d'autre qui m'explique que mon pote est complètement sous l'effet n'importe quoi dans un bar. Des gens commencent à appeler les flics, et le type me demande si je peux venir le récupérer, car il ne veut pas partir. Je vais donc dans le vieux centre-ville. Je retrouve mon pote devant le bar avec 3 de ses amis de fac, tous complètement bourrés. Il y a une voiture de police garée juste devant moi, mais c'est la police de la circulation, donc les flics se contentent de m'observer pendant que j'essaie tant bien que mal de faire monter tout ce beau monde dans la voiture. L'un d'eux vomit sur le trottoir. Je suis stressé, j'ai déjà pris une amende plus tôt dans la journée, à cause d'une petite erreur dans le rond-point de Pia à Victorier à l'heure de pointe, je précise parce que cet endroit va revenir dans l'histoire, et le flic m'avait fait flipper en voulant faire de moi un exemple. Bref, j'arrive à tous les faire monter. Je démarre, mais à peine je mets le contact que les flics me bloquent et me contrôlent pour alcoolémie. Ils me font souffler, vérifient mes papiers. Un des 2 flics cherche clairement à me coller une amende pour n'importe quoi. Il me sort que je n'ai pas le droit de rouler sur cette portion de route, une pure invention. Mais l'autre flic finit par lui dire de me laisser partir, car j'avais déjà eu une amende dans la journée et apparemment, on ne peut pas en donner 2 pour des infractions mineures dans un délai de 24 heures. J'ai jamais entendu parler de cette règle avant ou depuis, c'était un peu bizarre, mais bon, pas encore du niveau réalité cassée. Je les ramène dans leur cité universitaire à l'autre bout de la ville, sans autre incident. Il est maintenant environ minuit 15 et je rentre chez moi. J'arrive à Pia à Victorier, c'est littéralement le centre de la ville, un immense rond-point à partir duquel tous les grands boulevards partent. Chaque sortie mène à un quartier différent, avec ses propres caractéristiques, donc impossible de se tromper si tu connais la ville. En plus, c'est très bien indiqué. Et à cette heure-là, il n'y a pas une seule voiture, donc aucune distraction. J'entre dans le rond-point, je vois ma sortie, je la prends, comme je l'ai fait des centaines de fois. Mais dès que je suis sur le boulevard, je sais immédiatement que ce n'est pas le bon. C'est un autre boulevard, qui part dans une direction totalement opposée. Je fais demi-tour, reviens au rond-point, reprends la même sortie. Et je me retrouve à nouveau sur le mauvais boulevard. Je me dis, ok, t'es complètement con, t'as eu une journée longue, la fac, le boulot, 2 contrôles de police, tes potes bourrés, t'es crevé. Je reviens dans le rond-point, je prends la sortie, concentré cette fois, bien attentif, même résultat. Encore sur le mauvais boulevard. Là, je commence à m'énerver sérieusement. Je crie dans la voiture, je suis en rage. Je recommence, lentement, avec toute mon attention, je me dis que je suis en train de devenir fou, et encore une fois je me retrouve sur la mauvaise sortie. J'ai passé 2 heures à tourner dans ce rond-point. Et je n'ai pas vu une seule voiture, ni une seule personne. Pas une. Ce qui est totalement anormal. C'est le nœud de circulation de Bucarest, une ville de plus de 2 millions d'habitants. Jamais je n'ai vu ce rond-point aussi désert pendant aussi longtemps. J'étais au bord de l'effondrement. Je hurlais dans la voiture à chaque boucle. Puis, finalement, je prends ma sortie et c'est la bonne. Je suis dans ma rue. 5 minutes plus tard, je suis chez moi. Il est 2h40 du matin. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. J'avais un téléphone, mais j'étais tellement en colère et perturbé que je n'ai même pas pensé à appeler quelqu'un. De toute façon, comment expliquer ça? Ça aurait juste eu l'air d'un délire sous drogue ou d'un épisode psychotique. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour un taré. Et en plus, ça semblait tellement absurde,
je n'arrive pas à prendre la bonne sortie du rond-point. Qui dirait ça sérieusement? Et pourtant, je n'ai toujours aucune explication. C'était il y a 6 ans. J'avais 18 ans et je venais enfin de quitter mes parents pour aller vivre dans une autre ville. J'avais trouvé un petit appartement sympa dans une grande maison appartenant à une vieille dame. Elle avait 94 ans, très gentille et drôle. Évidemment, elle avait quelques soucis liés à son âge, mais elle était globalement en bonne santé et faisait toujours des efforts pour rester en forme. Un week-end, j'étais retourné chez mes parents et je suis allé me coucher. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par une douleur atroce au ventre, suivie d'un mal de tête, puis d'une sensation de pression sur le cœur, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Je me suis levé tant bien que mal pour aller à la salle de bain prendre des antidouleurs, et c'est là que j'ai pensé très fortement à cette vieille dame, sans raison apparente. En cherchant les médicaments, j'avais un mauvais pressentiment. Ma mère est entrée dans la pièce, m'ayant entendu fouiller, et je lui ai expliqué ce que je ressentais, en lui disant que j'avais le sentiment très vif que quelque chose était arrivé à ma propriétaire. Je ne crois pas aux trucs paranormaux, et ma famille non plus, mais en voyant mon regard, ma mère a compris qu'il y avait quelque chose de bizarre. Puis, la douleur a disparu aussi soudainement qu'elle était venue, et je me suis rendormi. Une situation très étrange. Le lendemain matin, j'ai appelé le fils de la vieille dame. Il m'avait donné son numéro au cas où il arriverait quelque chose à sa mère pendant que j'étais chez elle. Il n'habitait pas loin, donc il pouvait intervenir rapidement. Je lui ai expliqué que je ne savais pas pourquoi, mais que je pensais que quelque chose était arrivé à sa mère. Il a été très gentil et m'a dit qu'il allait aller vérifier. 2 heures plus tard, il me rappelle pour m'annoncer que sa mère était décédée d'une crise cardiaque, probablement durant la nuit, selon les médecins. Je sais que c'est sûrement une coïncidence, mais parfois, ça me hante encore. Quand j'avais environ 17 ans, un ami à moi avait organisé une énorme fête en plein air, genre camping géant, avec des groupes de musique, baignade dans l'étang de sa famille, et pas mal de substances récréatives. C'était génial, et il avait décidé de faire de cette fête un événement annuel. Mais entre-temps, je suis parti faire mes études à la fac, et avant la suivante, j'avais tellement de trucs à gérer que je n'y ai même plus pensé. Avance rapide de quelques années, j'ai fini mes études, je me suis marié, j'ai eu un petit garçon, et je suis revenu vivre dans ma ville d'origine. Peu de temps après mon retour, je vais à la soirée de lancement du film Half Baked dans notre cinéma local. Évidemment, c'était un événement immanquable pour tous les fumeurs de joint du coin, donc tout le monde était là. Et qui est-ce que je croise? Ce même pote, qui me dit que la fête de cette année a lieu la semaine suivante. Évidemment, je lui dis que je viendrai. On confirme que c'est bien au même endroit, la ferme de ses parents, là où j'avais passé tant de bons moments. La semaine suivante, je laisse ma femme et mon bébé à la maison, je prends un bon sac d'herbe et je me mets en route pour la fête. Je prends la première route de campagne qui mène chez lui, et je vois quelques voitures devant moi, un peu plus loin, qui semblent aller dans la même direction. Je les vois tourner dans le chemin de sa ferme, à environ un demi-kilomètre. Mais voilà, quand je prends le même chemin, les voitures ont disparu. Plus rien. Nada. Je continue un peu, mais très vite je sens que j'ai été trop loin, que ça colle pas avec mes souvenirs. Je fais demi-tour, je prends la route suivante. Ce n'est pas la bonne non plus. Puis j'essaie celle d'avant. Et encore une autre. Rien à faire. J'ai roulé dans tous les sens, sur toutes les routes possibles dans un rayon de 5 km. Impossible de retrouver la ferme. J'ai fini par abandonner, au bout de 45 minutes, frustré et un peu en colère. Le lendemain, j'appelle un autre pote qui devait y aller, pour lui demander comment c'était. Il me répond, soulagé et choqué, qu'il est tellement content de m'avoir au téléphone. La fête s'est terminée en descente de flics, le shérif a débarqué et arrêté tous ceux qui avaient des drogues sur eux, environ 30 personnes en tout. Mon pote savait que je venais avec une bonne quantité et était persuadé que j'étais en prison. Ce qui m'a vraiment perturbé,
c'est que quelques jours plus tard, j'ai décidé de repartir en voiture pour chercher la ferme, juste par curiosité. Et là, aucun problème, je l'ai trouvée immédiatement, en prenant exactement la première route que j'avais prise la nuit de la fête. Apparemment, quelque chose, ou quelqu'un, m'a empêché d'y arriver ce soir-là. Comme si une force m'avait protégé, m'avait tenu à l'écart de tout ça, pour que je reste libre, et que je puisse continuer à prendre soin de ma femme et de mon enfant. Quand on était gosse, j'avais quelques amis qui jouaient parfois avec une planche de Ouija dans le sous-sol de l'immeuble où j'habitais. L'accès se faisait par un escalier, et juste à côté, il y avait la cage d'un vieil ascenseur, avec ses grosses barres en métal espacées, tu pouvais y passer le bras sans problème, c'était le genre d'installation d'un autre temps. Un soir, ils ont décidé de redescendre pour faire une nouvelle séance de Ouija. Pour rigoler, ou peut-être par envie de les effrayer un peu, j'ai pris un verre en plastique dur, transparent, et je l'ai balancé dans la cage d'ascenseur depuis le 10e étage. Je l'ai vu disparaître dans le vide, englouti par l'obscurité. Mais j'ai jamais entendu le bruit du verre qui touche le sol. Rien. Pas un seul éclat. Silence total. Je suis resté figé là, perplexe. Le lendemain, je suis descendu au sous-sol avec un pote. Et là, au beau milieu du sol de la cage d'ascenseur, posé bien droit, il y avait le verre. Entier. Sans la moindre fissure. Comme si quelqu'un l'avait déposé là avec soin. Le truc, c'est que c'était totalement impossible. Aucun accès à la cage, sauf si on démontait une partie de l'installation ou qu'on forçait une porte technique avec des outils. Et même si quelqu'un avait réussi à entrer là-dedans, pourquoi aurait-il remis ce verre, précisément à cet endroit, bien droit, comme un message silencieux? Mais il y a pire. Mon pote, en regardant le verre, m'a dit « Ce n'est pas celui que t'as balancé ». Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et il m'a montré une petite inscription sur le fond du verre. Une sorte de gravure, très fine, qu'on ne voyait que si on le mettait face à la lumière, « Je t'ai vu ». J'ai juré que mon verre n'avait rien de tel. Et à partir de ce jour-là, plus personne n'est jamais redescendu jouer au Ouija. Pas un mot de plus. On évitait même le regard vers la cage de l'ascenseur. Mais parfois, le soir, quand je m'endors, je crois entendre quelque chose tomber, sans jamais toucher le sol. Mon mari me taquine sans arrêt parce que je perds tout. Il m'accuse d'être distraite ou trop paresseuse pour remettre les choses à leur place. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où je vais chercher quelque chose, que ce n'est pas là où ça devrait être, et que je me mets à vérifier tous les autres endroits possibles. Je regarde même plusieurs fois à l'endroit où c'est censé se trouver. En général, c'est seulement une fois que je suis au bord de la crise de nerfs que je re-regarde à sa place habituelle, et bam, l'objet est là. J'ai toujours mis ça sur le compte de ma tête en l'air, mais au fond de moi, j'ai toujours eu ce petit doute, comme si quelqu'un, ou quelque chose, s'amusait à me faire tourner en bourrique. Aujourd'hui, j'étais à l'entrée de la station de lavage. Je commençais à prépayer via l'application quand je me suis souvenu que j'avais un bon pour un lavage gratuit. Je le retrouve, je l'ai en main en m'approchant de l'entrée. Je baisse la vitre, je tends la main pour le donner à l'employé, et il a disparu. Je sors de la voiture, je fouille partout à l'intérieur et autour. Rien dans mes poches, rien entre les sièges. Disparu. Juste disparu. Je suis sûr à 100% qu'il va réapparaître plus tard, dans un endroit ridiculement évident. Je rêve rarement. Et quand ça m'arrive, j'oublie presque toujours toute une heure après m'être réveillé. Sauf dans 2 cas très particuliers. Je les appelle mes rêves de mort. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que dans ces rêves-là, je meurs. Et surtout parce qu'ils restent gravés dans ma mémoire comme si je les avais réellement vécus. La première fois, j'étais en train de traverser la rue dans mon rêve, quand une voiture grillant un feu rouge m'a percuté. Juste au moment de l'impact, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant comme un tambour de guerre. La seconde fois, c'était encore plus absurde,
un matelas avait été jeté par la fenêtre d'un immeuble. Il m'est tombé dessus et m'a écrasé. Là aussi, réveil brutal, souffle court. Et pourtant, même si ça paraît ridicule, je m'en souviens dans les moindres détails. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce qui s'est passé ensuite. Des mois plus tard, dans la vraie vie, j'ai vécu exactement ces deux scènes. Et dans les deux cas, j'ai hésité. Un pas de plus, et j'y passais. La première fois, j'étais à un passage piéton. Le feu est passé au vert, mais quelque chose m'a retenu. Je ne sais pas quoi, un instinct, un frisson? Je suis resté figé. Une seconde après, une voiture a surgi, brûlant le feu rouge à toute vitesse. Si j'avais avancé. La deuxième fois, j'étais devant un immeuble. J'ai entendu quelqu'un crier en haut, mais c'était confus. J'ai ralenti. Et là, un matelas est tombé juste devant moi, s'écrasant lourdement sur le trottoir. 2, 3 pas plus loin et c'était exactement comme dans mon rêve. Même angle, même bruit sourd. Depuis, je ne dors plus de la même façon. J'ai peur des rêves que je vais retenir. Et surtout, j'ai fait un troisième rêve de mort. Il y a quelques semaines. Je suis dans un couloir d'immeuble, je passe devant une porte entr'ouverte. Je sens une odeur de peinture. Et quand je me retourne, quelqu'un me pousse dans le vide par la cage d'escalier. Je me suis réveillé avant de toucher le sol. Et ce matin, dans mon immeuble, une porte était entr'ouverte. La même. L'odeur était là. Forte, fraîche. Exactement comme dans le rêve. Je n'ai pas regardé à l'intérieur. J'ai descendu les escaliers. Lentement. Collé au mur. Je me demande si la mort ne me prévient pas, de temps en temps. Je suis dans ma chambre, porte fermée, quand j'entends la lumière des toilettes s'allumer, puis la porte se refermer. Je me dis que c'est ma tante qui y est allée. J'entends la chasse d'eau, puis je l'entends descendre, et peu après, remonter et retourner aux toilettes. La lumière se rallume, la porte se referme. À ce moment-là, je me dis qu'elle doit avoir la vessie la plus fragile du monde. 10 minutes passent. Je sors pour voir si elle est toujours là-dedans, et la porte est toujours fermée. Je me dis que c'est une grosse commission, donc j'attends qu'elle sorte. 15 minutes passent encore, elle est toujours là. Je me dis qu'elle doit être malade ou quelque chose comme ça. Puis, elle entre dans ma chambre. Je lui demande si ça va, en lui disant qu'elle est restée aux toilettes pendant 20 minutes. Et là, elle me répond qu'elle est en bas depuis 20 minutes, qu'elle n'est jamais retournée aux toilettes une deuxième fois. Pourtant, la porte est toujours fermée, et je n'ai jamais entendu quelqu'un sortir. J'ai bel et bien entendu quelqu'un monter l'escalier, entrer à nouveau dans les toilettes, et pourtant, personne n'y est jamais allé une seconde fois. J'ai déjà raconté cette histoire, mais elle me revient toujours en tête. J'étais dans l'immeuble d'appartement de mon ami, que ses parents possédaient. C'était un bâtiment assez ancien, dans le quartier de Pilsen à Chicago, et selon son père, il aurait autrefois appartenu à Al Capone, mais je ne sais pas si c'est vrai ou juste une légende. On avait un appartement au dernier étage que ses parents nous laissaient utiliser pour traîner entre potes, et on avait un accès facile au toit pour aller fumer des cigarettes. Un soir, on s'apprêtait à monter, mais j'avais envie de pisser, alors je lui ai dit que je le rejoindrais là-haut. Une fois que j'avais fini, j'ai pris l'escalier jusqu'à la partie grenier qui menait au toit. Il n'y avait pas de lumière, donc on utilisait toujours nos téléphones pour nous guider. On avait encore ces vieux téléphones à clapet sans lampe torche, donc on ne comptait que sur la faible lueur de l'écran pour se frayer un chemin dans le bazar. Alors que je me dirigeais vers la porte du toit, j'ai vu une ombre passer près de moi. Et ce n'était pas juste une ombre causée par la lumière de mon téléphone, non, cette ombre paraissait solide, comme une vraie personne. Je l'ai suivi en pensant que c'était mon pote. Je n'arrêtais pas de dire que je savais que c'était lui, qu'il devait arrêter de faire le con. L'ombre est repassée plusieurs fois près de moi,
avant de se diriger vers l'autre côté du grenier. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de mon ami, venant d'en bas. Il venait de recevoir un appel de sa copine et était resté tout ce temps dans une autre pièce, à discuter avec elle. Ça m'a vraiment glacé le sang, parce que je savais que j'avais suivi quelque chose. J'ai dévalé les escaliers aussi vite que possible. J'ai raconté à mon ami ce qui s'était passé et je lui ai dit que je ne voulais plus jamais remettre les pieds là-haut. Il était du même avis, alors on est juste sorti marcher pour se changer les idées. Une fois, j'ai fait un rêve étrange, vraiment particulier. J'étais quelqu'un d'autre qu'une fille vivant dans un petit village africain, avec des maisons alignées de chaque côté d'une unique route, longue, droite, sans fin, qui disparaissait dans le désert. Je suis sorti de chez moi, pieds nus sur la terre sèche, et j'ai vu qu'on avait planté près de ma porte, à droite, un petit bouquet de fleurs jaunes. Elles ressemblaient aux fleurs d'une plante appelée Sedum palmeri, délicate, étoilée, presque lumineuse. Juste à côté, quelqu'un avait laissé un petit sachet contenant leurs graines. Je l'ai pris sans trop réfléchir. Et je suis allé chez ma voisine, une femme seule avec sa petite fille de 2 ans. C'était l'anniversaire de la petite. Alors, presque instinctivement, j'ai déposé quelques graines dans sa paume, comme un geste de bénédiction ou de chance. Mais la mère les a aussitôt frappées de la main, les envoyant valser au sol. Elle avait l'air paniquée, comme si je venais de lui donner du poison. Quand le père est rentré, il n'a même pas voulu entendre mes explications. Il m'a crié dessus, m'a traité de sorcière, et m'a jeté dehors en criant que ces fleurs étaient maudites, venues du diable. Je me suis réveillé à ce moment-là, enfin, je croyais. Car le lendemain, dans la vraie vie, j'étais de retour dans ma ville natale. J'attendais ma mère près de la voiture, garée sur le parking d'un supermarché. Et là, sans prévenir, des fleurs jaunes, exactement les mêmes que dans le rêve, sont tombées doucement sur le capot de la voiture. Il n'y avait pas d'arbre au-dessus, pas de vent. Juste ces fleurs, comme si elles s'étaient matérialisées depuis ailleurs. Je suis resté figé. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était comme si quelque chose du rêve avait débordé sur la réalité. Et depuis, parfois, je remarque ces fleurs. Dans les coins de rue. Derrière des clôtures. Une fois même, dans la poche de ma veste, sans que je sache comment elles étaient arrivées là. Je n'ai jamais replanté les graines du rêve. Mais j'ai toujours eu l'étrange impression que quelqu'un l'avait fait, quelque part. Un soir, moi et un pote, on s'est retrouvés coincés à une soirée sans aucun moyen de rentrer chez nous. Pas de voiture, pas de taxi, rien. On n'a pas eu d'autre choix que de marcher. 15 bornes à pied, au beau milieu de la nuit. En marchant, on râlait surtout parce qu'on n'avait plus de clopes. Toutes les épiceries, les stations, tout était fermé. Rien à faire. On se préparait psychologiquement à passer la nuit sobre et frustré. Et là, au bout de quelques kilomètres, posé sur le trottoir comme par magie, on tombe sur un paquet de Marlboro Lights. Pas vide. On l'ouvre, 17 clopes à l'intérieur. Comme si quelqu'un l'avait à peine commencé et laissé là, bien en évidence. On n'en revenait pas. On se disait que c'était notre petit miracle de la nuit. On allume une cigarette chacun, on continue à marcher en rigolant sur notre coup de chance. Mais ce n'était pas fini. Encore quelques kilomètres plus loin, même scène. Un autre paquet de Marlboro Lights, posé pareil, sur le bord du trottoir. On le ramasse, on regarde, 17 clopes, à nouveau. La même marque. Le même nombre. Même sensation de déjà-vu. On s'est regardé sans dire un mot, le genre de regard qui dit « Ok, c'est quoi ce délire ?» À ce moment-là, je me suis demandé si on n'était pas dans une boucle ou un rêve bizarre. L'itinéraire, on l'avait improvisé. Aucune logique. Et pourtant ces 2 paquets, presque symétriques dans le déroulé de notre marche, donnaient l'impression que quelqu'un avait voulu planter ça sur notre chemin. Pas pour nous faire plaisir, mais peut-être pour qu'on le remarque. Depuis, j'y repense parfois.
Et je me demande, qu'est-ce qu'il se serait passé si on avait trouvé un troisième paquet? On ne l'a pas fait. Mais je suis à peu près sûr que si on avait continué, on l'aurait vu apparaître. Toujours avec 17 clopes. Et là, je sais pas si j'aurais osé en fumer une de plus. Lors de notre 4e rendez-vous, il y a eu un moment très étrange. Une sorte d'intuition brutale, presque viscérale. J'ai ressenti, sans la moindre logique, que ce gars que je voyais, ce type pas encore tout à fait mon copain, qu'on n'avait même pas encore couché ensemble, allait devenir mon mari. Qu'on allait vivre une longue vie ensemble, traverser des choses dures, des choses belles, mais qu'on irait jusqu'au bout, tous les deux. Ce n'était pas une pensée romantique ou un fantasme naïf. C'était plus comme un souvenir. Mais à l'envers. Comme si mon futur m'était revenu d'un coup. Et devinez quoi? On s'est bel et bien mariés. C'est mon mari aujourd'hui. Le plus fou, c'est qu'il m'a dit plus tard qu'il avait ressenti exactement la même chose. Ce jour-là. Ce sentiment étrange qu'on allait finir ensemble pour de bon. Mais voilà le twist, quand j'ai eu ce flash, j'étais déçu. Vraiment. Genre, oh ce gars-là? Je rêvais d'un mari du genre médecin, chercheur, l'intello un peu snob, le genre qui licante dans le bain. Et lui, il était là, avec son grand sourire, ses blagues nulles, et World of Warcraft comme religion quotidienne. Il ne cochait pas la moitié de ma liste imaginaire du mari idéal. Et pourtant, aucun des hommes que j'avais fréquentés avant, même ceux que j'avais aimés profondément, certains pendant des années, ne m'avaient fait cet effet. Aucun ne m'avait donné cette certitude. Et puis, les années ont passé. On s'est mariés. Il joue toujours à World of Warcraft, même si maintenant, c'est plutôt le soir après avoir couché les enfants, il me fait toujours rire, et il a ce truc que je n'avais jamais mis sur ma liste, il est solide. Présent. Vrai. Je repense souvent à ce moment, ce flash du 4e rendez-vous. Je crois que parfois, ce n'est pas qu'on reconnaît quelqu'un, c'est qu'on se ressouvient de lui. Comme si une partie de nous savait déjà. Et qu'il ne restait plus qu'à vivre ce qu'on avait vu. Ce n'est pas moi qui ai vécu ça, mais mon frère. C'était il y a plus de 10 ans. Ce jour-là, ma sœur gardait mon petit frère. Ils étaient seuls à la maison, juste tous les deux. À un moment, ils ont décidé de jouer à cache-cache, comme ils le faisaient souvent. Mon frère s'est caché, et ma sœur a commencé à chercher. Elle a fouillé partout, chaque pièce, sous les lits, dans les placards. Rien. Il avait littéralement disparu. Elle a cru d'abord à une blague, pensant qu'il essayait de battre un record de cachette. Mais plus le temps passait, plus elle paniquait. Au bout d'un moment, elle a appelé mes parents, puis la police. Très vite, les pompiers sont venus aussi. Tout le monde s'est mis à fouiller la maison, du grenier jusqu'au sous-sol, en passant par le jardin et le quartier entier. Rien. Pas une trace. On aurait dit qu'il s'était volatilisé. Les heures passaient. On était sur le point de déclarer sa disparition officiellement. Et c'est là que l'un des pompiers a dit qu'il voulait revérifier la maison une dernière fois. Il est remonté dans la chambre de mon frère, pourtant fouillé déjà plusieurs fois, et là, il l'a trouvé. Endormi sur une chaise, comme si de rien n'était. Il respirait calmement, paisible, comme s'il avait toujours été là. Le plus troublant, c'est que personne ne l'avait vu revenir. Et surtout, il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Quand on lui a demandé où il était passé, il a haussé les épaules. Il avait l'air confus, un peu mal à l'aise. La seule chose dont il se souvenait, c'était une pièce très sombre, un endroit sans son, sans mur visible. Comme un vide. Il ne savait pas combien de temps il y était resté. Il ne se souvenait pas d'être rentré. Et rien dans la maison n'indiquait qu'il était simplement caché. Et voilà le détail qui m'a toujours mis mal à l'aise, la chaise sur laquelle il dormait n'était pas la sienne. C'était une vieille chaise de bois noir qui ne faisait pas partie du mobilier. Personne ne savait d'où elle venait.
Le lendemain, elle n'était plus là. Quelques jours après mon emménagement dans mon logement pour ma dernière année d'université, ma clé de porte s'est cassée, vieille maison, vieille clé. Quand j'ai récupéré un double, j'en ai fait faire 2 copies, une pour moi et une autre pour la maison, qu'on prévoyait de cacher quelque part dans le jardin de devant, mais qu'on n'a finalement jamais planqué. Toute l'année, j'ai un peu ruminé intérieurement ce qu'on allait faire de ce double quand on partirait. Comme on n'était pas censé en avoir un, j'ai même pensé à le jeter dans une rivière pour marquer symboliquement la fin d'une époque. Le jour de mon déménagement, j'étais le dernier à quitter la maison. Les voisins étaient au travail, le propriétaire en vacances. J'avais quelques courses à faire en ville avant de prendre mon train, donc j'étais chargé de plusieurs sacs. J'ai mis le double dans mon porte-carte, portefeuille, que j'ai glissé dans ma poche arrière, histoire de ne pas m'encombrer avec mon gros trousseau de clés. Bref, je fais mes courses, je reviens à la maison, je vais pour sortir la clé de mon porte-carte et elle n'y est plus. Je cherche partout, mais rien. Pas moyen d'entrer dans la maison, il n'y avait plus personne. J'ai fini par réussir à entrer d'une autre manière, j'ai mis ça sur le compte de la malchance, et j'ai oublié l'histoire. 7 mois plus tard, l'une de mes anciennes colocataires et moi retournons dans la ville où on avait étudié, pour récupérer une peinture qu'elle avait laissée dans l'ancienne maison. On avait déjà prévenu les nouveaux locataires de notre passage. On arrive devant la maison, personne ne répond. On attend bien 5 à 10 minutes. Et là, je me dis, mince, si seulement on avait encore ce double de clé. Je me retourne, et là, il est là. Ma clé. Posée bien en évidence dans la boue au bord du chemin. Un peu rouillée, couverte de terre, mais parfaitement reconnaissable, et c'est bien la mienne. On était sous le choc. J'ai essayé la clé dans la serrure, elle entrait parfaitement. Aucune explication. J'ai vu le monde se figer autour de moi pendant quelques secondes, et je sais pas si je suis devenu fou ou si j'ai touché à un truc qu'on n'est pas censé comprendre. Je sais pas trop par où commencer. J'écris ça un peu pour me soulager, mais aussi dans l'espoir que quelqu'un ici puisse me dire « T'inquiète, t'es pas seul, ça m'est arrivé aussi. » Parce que là, franchement, j'ai l'impression de devenir fou à force d'y repenser. C'était un jour complètement banal. Une après-midi, vers 15 h je dirais. Le genre de moment où la ville est encore bien vivante. Je sortais juste prendre l'air, marcher un peu, pas de casque, pas de musique, j'avais besoin de me vider la tête. Il faisait doux, il y avait des gens partout, des passants, des vélos, une petite famille qui se disputait gentiment, des touristes plantés au milieu du trottoir à regarder Google Maps. Et puis, sans prévenir, le silence est tombé. Pas un silence genre le vent s'arrête, ou une ambiance calme. Non. Un silence total. Brutal. Comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Ça m'a frappé tellement fort que je me suis arrêté net. Et là j'ai réalisé les gens ne bougeaient plus. Pas comme si tout le monde s'était arrêté naturellement. Ils étaient figés, dans des positions impossibles. Une gamine avait un pied dans le vide, suspendu en l'air en plein saut. Un mec avait la bouche ouverte, gelé en train de rire, sauf que plus aucun son ne sortait. Même les feuilles des arbres ne bougeaient plus. Pas de vent. Pas de souffle. Rien. C'était surréaliste. Je me suis retourné, j'ai regardé autour de moi, une centaine de mètres de rue, pleine de monde, complètement immobile. Et moi, le seul à bouger. Le seul à entendre mon propre cœur qui battait trop fort, le seul à ressentir ce vertige, cette panique pure qui me montait à la gorge. Et là, j'ai vrillé. Mon cerveau a tenté de trouver une explication. Je me suis demandé, est-ce que je suis en train de rêver? De faire un malaise? Est-ce que je suis mort? Est-ce que c'est ça qu'on voit avant de mourir? Une espèce de bug de la réalité? Et c'est là que j'ai eu cette peur profonde, viscérale, que j'essaie d'oublier au quotidien, la peur de mourir. Sauf que cette fois, elle n'était pas abstraite. Je pensais vraiment que c'était fini.
que j'étais déjà en train de basculer de l'autre côté. Je suis tombé. Lâché comme une marionnette. Je crois que j'ai eu une crise d'angoisse, une vraie. Je tremblais, je respirais à peine, j'étais à genoux au sol, le regard perdu dans cette image figée. Et puis clac. Tout est reparti. Le bruit. Les pas. Le rire. Un klaxon. Le vent dans les feuilles. Comme si quelqu'un avait appuyé à nouveau sur play. La gamine a fini son saut, le mec a terminé son éclat de rire. Personne n'a rien remarqué. Même pas un regard surpris. Juste moi, en plein milieu du trottoir, au sol, en train de respirer comme si j'avais couru un marathon. Je me suis relevé tant bien que mal. Les jambes en coton. Et les gens autour de moi m'ont à peine regardé. J'étais juste un autre passant qui avait trébuché, apparemment. Depuis, j'arrête pas d'y penser. Est-ce que c'était un épisode dissociatif? Une sorte de déconnexion? Un délire passager? Ou est-ce que j'ai assisté à quelque chose? Une faille? Une mise à jour de la matrice? Je sais même pas si je veux connaître la réponse. J'en ai pas parlé à mes proches. Trop peur qu'ils me regardent comme un malade. Mais je me sens hanté par cette minute suspendue. Alors voilà, est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu un truc comme ça? Un moment où la réalité semblait en pause? Où tout s'arrête sauf vous? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.